Bonjour et bienvenue, chers étudiants, dans cette nouvelle séance de mathématiques discrètes. Cette séance, ça sera la séance numéro 6 et on va continuer ce qu'on a commencé la dernière semaine sur la théorie des graphes. Donc, je vais vous rappeler les définitions qu'on a déjà vues et les premiers exemples sur la théorie des graphes. Et puis, on va continuer et passer à voir les représentations des graphes à l'aide des matrices ou bien des listes et va voir quelques problèmes liés à cette théorie, à la théorie des graphes. Donc voilà, on va commencer par rappeler les définitions et quelques premiers exemples sur les graphes. Donc je vous rappelle que un graphe est un couple finalement, il est formé par des sommets et des arêtes. Donc ici on va voir, juste pour expliquer, des sommets d'une façon générale qu'on note par des points ou bien des nœuds comme ça, qu'on appelle des sommets. Donc ça, on peut le noter par S1, S2, S3, S4 et S5, par exemple. Ça, c'est un graphe qui contient, par exemple, 5 sommets et des arêtes. Arêtes, ce sont des traits qui relient entre deux sommets. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, donc S, c'est l'ensemble des sommets et A, c'est l'ensemble des arêtes. Par exemple, cette arête, je vais noter par A1. A1 relie S1 et S2. Cette arête, je peux noter par A2. A2, elle relie S1 et S4. On peut noter ça A3 qui relie S4 et S3, ainsi de suite. Donc, une arête A de l'ensemble des arêtes de grande taille est définie par une paire non ordonnée. Ici, pourquoi je dis non ordonnée? Parce qu'on parle des graphes non orientés. C'est-à-dire ici, l'arête A1 est formée par quoi? Un couple, mais non ordonné, S1 et S2. Quand, pour la notation d'un couple ordonné, j'utilise ce symbole, un couple S1, S2. C'est-à-dire, la première composante, c'est S1, la deuxième composante, c'est S2. Mais ici, j'ai utilisé la notation pour les ensembles, parce qu'on sait très bien qu'un ensemble est non ordonné. Donc ça, c'est égal S2, S1, c'est la même chose. C'est un ensemble qui contient un part. Si on veut avoir un graphe ordonné, les arêtes ont bien un sens, c'est-à-dire ici, on va noter une arête pas par un trait, mais par une flèche de S1 par exemple vers S2, ou bien de S3 vers S1. Dans ce cas, je note l'arête A1, c'est un couple S1, S2 pour dire c'est une arête dont le point de départ c'est S1, le point d'arrivée c'est S2, donc de S1 vers S2. Voilà, donc juste si tu veux encore plus de détails sur la différence entre graphe orienté et graphe non orienté, tu peux revoir la vidéo de la semaine précédente. Alors, donc, si les extrémités coïncident, c'est-à-dire si on a comme ça c'est S1, S2, S3, on a dit ça c'est une arête, si je note A1, A1 relie S1 par S3, donc A1 d'extrémité S1 et S3. Je peux noter comme ça c'est une autre arête, je vais noter par A2. Les extrémités de A2, c'est S1 et aussi S1. Donc, les deux sommets coïncident. A2 relie S1 par S1, le même sommet. Donc, si les extrémités coïncident, on parle de boucle. Donc, l'arête A2 s'appelle boucle. Si l'arête A relie deux sommets SI, SJ, donc les deux sommets sont différents, on dit que ces deux sommets sont adjacents. Les deux sommets sont adjacents. Ou bien aussi, on dit que les deux sommets incident avec A. L'arête A, ici A1, S1 et S3, par exemple, incident avec l'arête A, A1. Voilà donc, ou encore juste pour les notations, on peut dire aussi que l'arête A, ou bien l'arête A1 dans cet exemple, est incidente avec les sommets S1 et S3. Donc, les graphes non orientés admettent une représentation graphique permettant leur visualisation. Ici, c'est une représentation graphique d'un graphe. Ça, c'est une représentation d'un graphe. Ça, c'est un autre graphe. Bien sûr, vous voyez l'ensemble des sommets ici. L'ensemble des sommets S, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est tout. Les arêtes pour ce premier graphe,
Ça, c'est une arête. Donc, les arêtes, c'est formé par. Ça, c'est une première arête. Ça, c'est une deuxième arête qui relie un et 2. Une troisième arête qui relie un et 5. Une autre arête qui relie un et 3. Bien sûr, ici, vous pouvez soit utiliser cette représentation qui est un peu mathématique et elle est un peu lourde parce que on préfère, nous, comme êtres humains, de voir comme ça une représentation graphique mieux que d'utiliser des symboles comme ça. Ça, c'est un autre graphe formé par trois sommets. Un, deux, trois. Ça, c'est l'ensemble des sommets. L'ensemble des arêtes, c'est alpha, bêta, gamma. Avec alpha, je peux noter alpha, c'est l'arête qui relie un et 3. Bêta, c'est l'arête qui relie un et 2. Gamma, c'est l'arête qui relie 2 et 3. Et aussi, ça, c'est un autre graphe. Bien sûr, vous pouvez essayer de faire ça comme un exemple, déterminer l'ensemble des sommets, l'ensemble des arêtes pour le graphe, pour ce graphe. Voilà, pour ce graphe. Ce troisième graphe-là. Donc, vous voyez ici combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je définis maintenant le degré d'un sommet. Si on a un sommet dans un graphe, c'est quoi? Bien, je rappelle ici, je suis en train de rappeler parce qu'on a déjà vu ces notions dans la vidéo précédente. Juste ici, je rappelle les notions. Si on a un graphe là, il y en a des sommets S1, S2, S3 et S4, par exemple, reliés entre eux par, euh, voilà, des arêtes. Voilà. C'est quoi le degré d'un sommet? Le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes dont le sommet S est une extrémité. Donc ici, par exemple, le degré de S1, c'est combien? Combien d'arêtes issues de S1? Il y en a cette arête là, cette deuxième et cette troisième. Donc le degré de S1, c'est égal à 3. Le degré de S3, c'est combien? Égal à 2, parce qu'on a deux arêtes issues de S3, donc égal à 2. Il y en a un lemme très important, c'est le lemme des poignées des mains, qui dit la chose suivante. La somme des degrés du sommet d'un graphe donné est égale à 2 fois le nombre d'arêtes. Donc, si je considère, ou bien je veux voir ça sur un exemple, donc je veux considérer des sommets S1, S2, S3 et S4. Les sommets sont reliés entre eux par des arêtes. Voilà, par exemple. Alors, la somme des degrés, c'est-à-dire le degré de S1 plus le degré de S2 plus le degré de S3 plus le degré de S4 égale à quoi? 2 fois le nombre d'arêtes. Donc, le degré de S1, c'est combien? C'est 3. Le degré de S2, vous voyez deux arêtes issues de S2, donc c'est 2. Le degré de S3, c'est 2 encore. Le degré de S4 est égal à 3 parce qu'on voit ici trois arêtes issues de S4. Donc, je fais la somme 3 plus 3, 6. 6 plus 2, ça fait 10. Donc, je trouve 10 égale. Alors, on va calculer le nombre d'arêtes là dans ce graphe. Une arête, 2, 3, 4, 5 égale 2 fois 5. Bon. La somme des degrés de sommet égale 2 fois le nombre d'arêtes. C'est le lemme de Poinet. Le degré d'un graphe, maintenant, on a parlé de degré de sommet. Le degré de graphe, c'est quoi? Le degré de graphe, c'est le maximum de tout, de degrés de sommet. Donc, si on a un sommet de degré 1, un sommet de degré 3, un sommet de degré 4, c'est quoi le degré de graphe? C'est le maximum. Donc, je suppose qu'on a comme ça. S4. Voilà. Alors, le degré de ce graphe est égal à 3. Bon, le degré de S1, c'est 3. Le degré de S2, c'est 3. Le degré de S4, c'est 3. Le degré de S3, c'est 3. Ici, pour les quatre sommets, tous les degrés sont 3, donc le maximum, c'est 3. Mais imaginez, par exemple, il n'y a pas cette arête-là, ni celle-là.
Donc, ici, on n'a que ces arêtes. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Le degré de G du graphe suivant, c'est combien? Encore c'est 3. Parce que S1, le degré de S1, c'est 1. Le degré de S4, c'est 2. Le degré de S3, c'est 2. Le degré de S2, c'est 3. Parce qu'on voit 3 arêtes issues de S2. Et donc, le maximum entre 1, 2, 2 et 3, c'est 3. Et donc, le maximum, c'est 3. Et donc, le degré du graphe G est égal à 3. Je passe alors à la définition d'un graphe régulier. Qu'est-ce qu'un graphe régulier? Lorsque tout, ou bien tous les sommets ont le même degré. Tous les sommets ont le même degré. Dans ce cas, je parle d'un graphe régulier. Si par exemple tous les sommets possèdent le degré 4, je parle d'un graphe 4 régulier. Si tous les degrés de sommet c'est égal à 5, je parle de graphe 5 régulier. Et donc, si le degré commun est égal à k, alors je parle d'un graphe k régulier. Je donne maintenant la définition. Bien, toujours, je rappelle les définitions. Donc, je rappelle la définition d'une chaîne. Dans un graphe donné, une chaîne, c'est une suite ayant cette forme-là. Sommet, arrête, sommet, arrête, sommet, arrête, jusqu'à sommet. Donc, ici, vous remarquez que cette suite, elle possède ces trois propriétés. Elle alterne entre sommet et arrête, commence et se termine toujours par un sommet. Donc, on commence par un sommet et on se termine par un sommet. Et la condition la plus importante, c'est que cette arête-là, A1, c'est l'arête qui relie entre les deux sommets S0 et S1. L'arête A2, elle relie entre le sommet S1 et S2, ainsi de suite. Donc, cette arête, elle relie entre les deux sommets SK-1 et SK. Donc, par exemple, ici, juste je donne un exemple d'une chaîne, là. Je peux écrire, donc je commence par un sommet, 2. Ensuite, je vais noter ça, A1, A2, A3, A4, A5, juste pour simplifier. Donc, A1, c'est l'arête 1, 2. 2, A1. Ensuite, 1, A2. Ensuite, 4, A3. Ensuite, 2 à 1. Ensuite, voilà, je peux m'arrêter là. Je crée comme ça. Donc, c'est une chaîne. Commence à partir du sommet 2, arrive jusqu'à le sommet 1 et elle alterne. Donc, juste comment je peux voir ça graphiquement. Je commence par ce sommet 2 et puis arrête à 1 et puis sommet 1, puis arrête à 2, puis sommet 4, puis arrête à 3. Et encore, je répète, 2 à 1 et 1. Donc, vous voyez, c'est une chaîne. Maintenant, quand je dis que le sommet S1 est accessible à partir du sommet S, c'est-à-dire, par exemple, je dis que le sommet 2, là, est accessible à partir, à partir du sommet 5. Quand je peux dire ça? Lorsque je peux trouver une chaîne qui commence de S et arrive jusqu'à S'. Est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que je peux trouver une chaîne de 5 jusqu'à 2? Oui, je peux le faire. Regardez comment faire. Je commence par 5, puis cette arrête, puis sommet 3, puis cette arrête, puis par exemple ce sommet, puis cette arrête. Et vous voyez, j'ai construit une chaîne. Le point de départ, c'est 5, le point d'arrivée, c'est 2. Et je respectais les propriétés d'une chaîne. Donc, je commence par un sommet, je termine par un sommet. Je relie entre deux sommets par l'arête que relie ces deux sommets. Et donc, dans ce graphe, le sommet 2 est accessible à partir du sommet 5. Imaginez maintenant qu'on a le graphe suivant, toujours 5 sommets, mais cette fois, les arêtes ont changé. Est-ce que 2 est accessible à partir de 5? Est-il accessible à partir de 5?
Cette fois, non, parce que je peux pas trouver une chaîne qui relie, donc qui commence à partir de 5 et arrive jusqu'à 2 en respectant toujours euh, les propriétés d'une chaîne, sommet et puis arrête, et puis sommet et puis arrête. Donc, on peut voir que c'est impossible de construire une chaîne qui relie 5 et 2, ou bien qui commence à partir de 5 et arrive jusqu'à 2. Donc, on dit que 2 n'est pas accessible à partir de 5. Encore, juste, on peut dire que S' est accessible à partir de S, ou encore, on dit que on peut atteindre S' à partir de S. Qu'est-ce qu'une chaîne élémentaire maintenant? Une chaîne dans laquelle tous les sommets sont différents. Dans ce cas, je dis que c'est une chaîne élémentaire parce que vous avez remarqué que je peux répéter les mêmes arêtes, les mêmes sommets dans une chaîne. Mais lorsque les sommets sont différents, je parle ainsi d'une chaîne élémentaire, ou encore je peux dire une chaîne simple. Une chaîne simple a forcément alors toutes les arêtes sont différentes puisque tous les sommets sont différents. Donc certainement je peux pas arrêter, je peux pas répéter les mêmes arêtes. Ni encore une chaîne simple ne peut pas contenir un boucle parce que vous vous rappelez un boucle, les extrémités d'un boucle c'est le même sommet. On a dit dans une chaîne élémentaire, on peut pas répéter le même sommet. Est-ce que toujours, dans un graphe, est-ce qu'il existe toujours des chaînes élémentaires? Donc, si je donne une chaîne qui joint S et S', et S et S' sont différents, est-ce qu'on peut toujours trouver une chaîne élémentaire qui relie S et S'? Donc, regardez, si je considère cet exemple, salut sommet 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais comme ça. Donc, est-ce qu'on a une chaîne qui relie S et 3, par exemple? Je commence par quoi? Comme ça. Donc, ça, c'est A1, A2, A3 et A4. Je peux construire la chaîne 5, A1, 4, A2, 2, A4, 1, A4, 2, A3, 3. Bon, c'est une chaîne, mais qu'est-ce que vous remarquez? Ici, le sommet 2 se répète 2 fois. Donc, vous voyez graphiquement la chaîne 5 à 1, 4 à 2, 2. Ensuite, j'ai dit A4, donc je fais comme ça. A4, ensuite A1, A4, ensuite le sommet 1. Après le 1, je note A4 encore fois, ensuite 2, ensuite A3, ensuite 3. Vous voyez, c'est pas une chaîne élémentaire parce que j'ai répété le 2 deux fois, le sommet 2 deux fois. Donc, je peux alors, au lieu de considérer cette chaîne juste pour relier 5 et 3, pour trouver une chaîne qui relie 5 et 3, je peux faire comme ça, 5 à 4, ou bien à 1, ça c'est à 1, 4 à 2, 2 à 3, 3. Vous voyez, j'ai trouvé une chaîne élémentaire de 5 à 3. Donc, toujours, étant donné une chaîne, je peux toujours lui enlever des arêtes et des sommets pour obtenir une chaîne élémentaire joignant S et S'. Je passe maintenant à définir qu'est-ce qu'un circuit et un cycle. Donc ici aussi, on a vu les définitions d'un circuit et d'un cycle dans la vidéo précédente. Je rappelle les définitions. Une chaîne qui commence à partir d'un sommet S et se termine par le même sommet s'appelle un circuit. Donc, un circuit, c'est une chaîne dont l'arrivée ou bien le départ et l'arrivée coïncident. Dans ce cas, je parle d'un circuit. Maintenant, c'est quoi un circuit de longueur 3? Lorsque c'est un circuit et le nombre d'arêtes est égal à 3. Le nombre d'arêtes dans ce circuit est égal à 3. C'est-à-dire le circuit est formé par exactement 3 arêtes. Donc, un circuit, c'est une chaîne qui commence et se termine par le même sommet. On calcule le nombre d'arêtes définies dans ce circuit. Si je trouve n, je dis c'est un n
circuit ou bien un circuit de longueur n. Un cycle maintenant, c'est un circuit, c'est-à-dire c'est une chaîne qui commence d'un sommet S et se termine par le même sommet. Mais encore une condition, il faut que toutes les arêtes soient différentes. Donc, si on a une chaîne qui commence à partir d'un sommet S et se termine par le même sommet et toutes les arêtes sont différentes, je parle alors d'un cycle. Donc, comme si c'est une chaîne simple qui se termine et commence par le même sommet. Je passe maintenant à définir un graphe simple. Un graphe simple, bien, un graphe d'une façon générale est dit simple s'il ne contient pas de boucle, il n'y a aucune boucle, il n'y a pas encore des arêtes reliant le même sommet, c'est-à-dire double arête. Voilà, par exemple, un, deux, il y en a deux arêtes. A1 et A2 relient le même sommet. Donc, les extrémités de A1, c'est les sommets 1, 2. Les extrémités de A2, c'est encore les sommets 1 et 2. On parle ici des arêtes multiples. Ou encore, vous savez qu'est-ce qu'une boucle maintenant? C'est une arête dont les extrémités le même. Et donc, ici, lorsqu'un graphe ne contient pas des boucles, ne contient pas des arêtes multiples, je parle d'un graphe simple. Et on a dit, on va parler dans la suite des graphes simples. Donc, on s'intéresse dans ce cours des graphes simples. Passons maintenant à citer quelques types particuliers des graphes. On va commencer par rappeler qu'est-ce qu'un graphe planaire. Un graphe planaire, ou bien un graphe est dit planaire si on arrive à dessiner le graphe sans qu'aucune arête n'en coupe une autre. Les arêtes, pas forcément, ce sont des rectilignes. L'essentiel, est-ce qu'on peut tracer un graphe, représenter bien sûr le graphe avec la condition aucune arête ne coupe une autre. Dans ce cas, je dis que le graphe est planaire. Quand je dis maintenant que le graphe est connexe, quand je dis que un graphe est connexe, lorsque de n'importe quel sommet, donc je peux avoir une chaîne que relie deux sommets différents. Donc de n'importe quel sommet, je peux arriver à n'importe quel autre sommet en formant une chaîne. Ou encore, je peux dire pour n'importe quel deux sommets différents, S et S', le sommet S' est accessible à partir du sommet S. Dans ce cas, je dis que le graphe est connexe. Alors, je vais vous donner, juste pour vous rappeler, un exemple d'un graphe connexe et un autre d'un graphe non connexe. Si je considère ce graphe, par exemple, je fais comme ça, voilà. Ce graphe est non connexe. Pourquoi? Parce que je peux pas, ou bien le sommet 3 n'est pas accessible avec, à partir de 1, par exemple. Même si je fais comme ça, voilà. 3 est lié avec 6. On a une arête qui relie 3 et 6. Mais encore, c'est pas connexe. Parce qu'il faut avoir la condition suivante. Deux sommets différents sont reliés par une chaîne. Donc ici, je peux remarquer que 3 n'est pas accessible avec 5, par exemple, et donc ceci n'est pas connexe. Par contre, si je fais comme ça, si j'ajoute une arête comme ça, maintenant ce graphe est connexe. À partir de n'importe quel sommet, je peux construire une chaîne, par exemple, de 1, je peux relier 1 avec 6 en suivant cette chaîne-là. Voilà, de 1 jusqu'à 4, ensuite 3, ensuite 6. Donc ça, c'est connexe. Mais s'il n'y a pas cette arête-là, par exemple, ne plus un graphe connexe maintenant. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'une composante connexe? Un graphe non connexe se décompose en composante connexe, c'est-à-dire ici, je peux voir cette composante est connexe. Celle-là est une composante connexe, c'est-à-dire comme si je peux extraire des sommets et des arêtes, de sorte que je peux construire des graphes connexes. Donc ce graphe maintenant est connexe, celui-là est connexe, mais tout ça n'est pas connexe. Donc ce graphe contient deux composantes connexes.
Qu'est-ce qu'un graphe complet? Un graphe complet lorsque n'importe quel sommet, elle est reliée par tous les autres sommets. Par exemple, ici, 1 est relié avec 2, avec 3, avec 4, avec 5. Le 5 est relié avec 1, avec 2, avec 3, avec 4. Donc, je parle ici d'un graphe complet. Je note K2, le graphe complet ayant deux sommets. K3, le graphe complet, donc ici 1, 2. Voilà le graphe K2. Le graphe K3, il a trois sommets. Et le 1 est relié par le 2 sommets, 2 relié par le 2 sommets, 3 aussi, donc je parle de K3. Ici, vous voyez ce graphe, il est K5. Le graphe complet ayant 5 sommets. Maintenant, graphe bipartite. Un graphe, il dit bipartite si les sommets peuvent être divisés en deux ensembles. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Je fais comme ça. Ça, c'est bipartite. Je peux considérer ça, c'est l'ensemble des sommets X. Ça, c'est l'ensemble des sommets Y. Et vous voyez, chaque arête relie un sommet de X par un sommet de Y, un sommet de X par un sommet de Y, un sommet de X par un sommet de Y. Donc, je dis que ce graphe est bipartite. Je peux diviser l'ensemble des sommets S sur deux parties X et Y et on aura un graphe qui relie chaque sommet de X par un sommet de Y à l'aide d'une arête. Je dis que ce graphe bipartite est complet lorsque chaque sommet de X est relié par tous les sommets de Y. Ici, c'est pas le cas parce que 2 n'est pas relié par 4, 2 n'est pas relié par 6. Non. Pour avoir un graphe bipartite complet, je dois faire comme ça. Tous les sommets de X doivent être reliés par tous les sommets de Y. Alors, les graphes bipartites, par exemple, K2, 3, c'est un graphe bipartite ayant deux sommets dans l'ensemble X, trois sommets dans l'ensemble de Y. Donc, par exemple, je peux tracer le graphe bipartite complet de 3, qu'on note K de 3. Donc, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est l'ensemble X, ça, c'est l'ensemble Y. Et il faut que 1 soit relié par tous les autres sommets de Y, 2 aussi. Donc ça, c'est un graphe bipartite complet. K de 3, K pour complet. 2, c'est-à-dire l'ensemble X contient deux sommets. L'ensemble 3 contient trois sommets. Il faut bien sûr qu'il soit complet dans le sens suivant. Tout sommet de X est relié par tous les sommets de Y. Donc, vous voyez ici, voilà, c'est exactement K de 3. Ça, c'est l'ensemble Y. Ça, c'est l'ensemble X. X contient deux éléments. Y contient trois éléments. Tout sommet de X est relié à tous les autres sommets de Y. Bon, pour la notation, voilà, on note K, M, N, un graphe bipartite complet liant M sommets à N sommets. Donc, combien d'arêtes dans un graphe bipartite? Par exemple, dans K de 2, on va calculer combien d'arêtes. On sait très bien qu'on a un sommet, deux sommets, trois sommets, quatre sommets. Un ensemble contient deux sommets, un autre contient deux sommets, le 1 relié par deux sommets, le 2 relié par deux sommets. Combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 arêtes dans ce graphe. Maintenant, d'une façon générale, si je considère K 3, 2 par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut qu'il soit complet. Donc, le 1 est relié par les 3. Dans l'autre ensemble, même chose là. Combien d'arêtes là? Le 1, de 1, il y a 3 arêtes issues de 1. Et 3 arêtes issues de 2. Et 3 arêtes issues de 3. Donc, c'est 3 fois 3 qui est égal à 9. Bon, ça, pardon, là, j'ai représenté 4 fois 3. Hein. Voilà. J'ai représenté 4 fois 3 parce que X contient 3 éléments, Y contient 3 éléments. Donc, 4 fois 3, il contient 9 arêtes. 4 fois 2 maintenant.
contient combien d'arêtes? C'est-à-dire un ensemble de sommets contient 3 éléments, un autre qui contient 2 éléments. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc 1 relié par 4 et 5, 2 aussi, 3 aussi. Combien d'arêtes? Ici, de 1, il y en a 2 arêtes, de 2 aussi. 2 arêtes, du sommet 3, 2 arêtes, et on a trouvé 6. Donc, d'une façon générale, nombre d'arêtes dans un graphe complet Mn, et c'est M fois N arêtes. Le produit, nombre de sommets de X fois nombre de sommets de Y. Comme ça, on peut trouver le nombre d'arêtes dans ce graphe. Je passe maintenant à comment représenter des graphes, mais pour les machines. Bon, pour nous, les êtres humains, nous aimons bien communiquer par des dessins. On préfère des dessins mieux que des symboles ou bien des tableaux. Mais pour les machines, c'est pas la même chose. Il faut donc trouver d'autres façons de représenter les graphes. Alors, la solution consiste à utiliser des matrices. Toujours, vous savez que dans une machine ou bien l'ordinateur, le mémoire d'un ordinateur est formé par des bits. Donc, les bits sont des cases là. Et donc, pour mémoriser quelque chose, une information, un graphe, il faut le mettre ou bien le représenter dans un tableau. Donc, on peut alors représenter un graphe sous forme des matrices. Il y en a plusieurs méthodes, plusieurs matrices. On va commencer par le premier type de représentation, la matrice d'incidence. C'est quoi la matrice d'incidence d'un graphe non orienté? C'est une matrice J dont les coefficients sont des entiers naturels. Donc, exactement, dans cette matrice, les coefficients soit 0, soit 2, soit 1. Alors, les lignes sont repérées par les sommets. Donc, combien de lignes? C'est le nombre de sommets du graphe. Combien de colonnes? C'est le nombre des arêtes dans ce graphe. Donc, ici, pour la matrice d'incidence, la notation, c'est JS epsilon ou bien JSA, comme vous voulez, mais juste ici, j'ai choisi epsilon parce que dans les matrices, A, ça représente les coefficients. A et J, c'est le coefficient sur le IM ligne et JM colonne. Donc, la matrice d'incidence, par définition, vaut 1 quand S est une extrémité de l'arête. Donc, ici, S, c'est-à-dire la Sième ligne est une extrémité de epsilon. Epsilon, c'est-à-dire l'arête epsilon. Donc, la epsilon, ça représente le numéro de la colonne. 2, quand S est une extrémité de la boucle. Donc, lorsque l'arête, il s'agit bien d'une boucle, dans ce cas, je mets 2. 0, c'est pas une extrémité. Donc, regardez, donc on va voir juste un exemple. Je vais donner un exemple. Regardez sur ce graphe-là. 1, 2, 3, 4. Par exemple, les arêtes maintenant. Voilà. Combien de sommets dans ce graphe? Il y en a 4. Donc, je veux considérer une matrice à combien de lignes? 4 lignes. C'est une matrice. La matrice d'incidence, c'est une matrice à 4 lignes. Combien de colonnes? C'est le nombre d'arêtes. Une arête, 2 arêtes, 3 arêtes, 4 arêtes. La quatrième, c'est une boucle. Donc, encore 4. Alors, qu'est-ce que je mets là? Il faut savoir que c'est 4 lignes, 4 colonnes. Les lignes représentent les sommets, les colonnes représentent les, les arêtes. Et donc, pour ce faire, tout d'abord, je dois aussi numéroter les arêtes. Donc, je vais noter ici arête 1, arête 2, arête 3, arête 4. Voilà, j'ai noté les sommets et les arêtes. Maintenant, je veux commencer. Ici, on a dit, on est sur la première ligne, première colonne. Première ligne, c'est-à-dire les lignes correspondent au sommet. Les colonnes, les arêtes. Donc, S1, A1. Est-ce que S1, le sommet 1, est une extrémité de l'arête 1?
Non, vous voyez l'arête 1. Voilà la première arête. Regardez le sommet S1. C'est pas une extrémité. Donc, je mets là 0. Là, 0. Ici, maintenant, on est sur première ligne, toujours, donc sommet 1. Deuxième colonne, donc A2, deuxième arête. Est-ce que la deuxième arête, ou bien le sommet 1, est une extrémité de la deuxième arête? Oui, c'est une extrémité. Et c'est une seule extrémité, parce que A2, c'est pas un boucle. Donc, c'est une seule extrémité, donc c'est 1. Ici, S1, la première ligne, A3, la troisième colonne. Est-ce que S1 est une extrémité de A3? Non, 0. S1, A4. Est-ce que S1 est une extrémité de l'arête A4? Encore non, donc 0. Ici, on s'intéresse maintenant au deuxième sommet, deuxième ligne, donc c'est le deuxième sommet. Est-ce que le deuxième sommet est une extrémité de la première colonne, c'est-à-dire la première arête? Est-ce que S2 est une extrémité de A1? Oui, donc 1. Est-ce que S2 est une extrémité de A2? Non, donc 0. Est-ce que S2 est une extrémité de A3? Non, 0. Est-ce que S2 est une extrémité de A4? A4. Oui, regardez. A4, c'est une boucle, c'est-à-dire 2, c'est une extrémité double de l'arête A4, donc je mets ici 2. Donc, les coefficients 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2. Là, maintenant, on est sur la troisième ligne, donc S3, la première colonne, donc A1. Est-ce que S3 est une extrémité de A1? Oui. S3, vous voyez S3, le sommet 3 est une extrémité simple, donc c'est 1. S3 est-elle le sommet S3 est-il une extrémité de A2, deuxième colonne? Oui, 1. Est-ce que S3 est une extrémité de l'arête 4? Arête 4, non. Arête 4, 0. Est-ce que S3 est une extrémité de l'arête? Bon, là, c'est A3, pardon. Là, c'est A3, c'est troisième colonne. Donc, est-ce que le sommet 3 est une extrémité? Oui, donc je dois mettre 1. Voilà, ici, S3 est une extrémité simple, donc 1. Est-ce que S3, le sommet 3 est une extrémité de A4? Non, 0. Maintenant, la quatrième ligne, donc S4, la première colonne, donc A1, l'arête 1. S4, le sommet 4, est-ce que c'est une extrémité de A1? Voilà, A1, non, 0. Est-ce que S4 est une extrémité de A2? Non. S4 et A3? Oui, vous voyez. S4 et A4? Non. Donc, voyons sur ce graphe, j'ai trouvé la matrice d'incidence. 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 2. 1, 1, 1, 0. Et 0, 0, 1, 0. Voilà la matrice d'incidence. Maintenant, dans, dans des bits, tu peux mettre ça. Vous voyez, je te rappelle qu'une matrice est un tableau à deux entrées. Donc voilà, je peux mémoriser ce graphe-là, qui est un dessin pour nous. On voit mieux avec un dessin, mais dans une machine, je dois mémoriser ça comme un tableau. L'une des méthodes, bien sûr, de mémoriser ça comme suit. On appelle cette représentation, c'est la matrice d'incidence du graphe. Voilà un exercice à faire. Représenter le graphe non orienté dans la matrice d'incidence est donné par la matrice suivante. Vous voyez ici, c'est une matrice, c'est une grande matrice, ayant des zéros, des 1 et des 2. Donc, c'est une matrice d'incidence associée à un graphe. Nous, notre tâche est de dessiner le graphe. Alors, la première chose à faire, c'est de chercher combien de sommets on a. Donc, ça, c'est S1, S2, S3, S4, 5, 6 et 7. Donc, je dois avoir 7 sommets. Donc, S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7. Maintenant, je veux commencer par le premier sommet. Donc, il y en a combien d'arêtes là ici? Elle est reliée par une seule arête qui a 1.
Mais regardez, je sais pas l'extrémité de A1. Vous avez noté ça? Donc, je sais que voilà, c'est une arête A1. Mais je sais pas la deuxième extrémité de A. Ici, ça, c'est l'arête A1. Alors, vous voyez que l'arête A1, elle a deux extrémités. Voilà les deux extrémités. S1 et donc S7. Donc, voilà A1. Elle relie S1 par S7. Ah, maintenant, je sais très bien. Ça, c'est A1. Maintenant, A2. Ça, c'est la deuxième arête A2. Les deux extrémités de A2, S2 et S6. Donc, S2 et S6. Voilà, ça, c'est A2. L'arête A3, on a dit les colonnes, ça représente les arêtes. A3, quels sont les sommets de A3? S5 et S2. Donc, S5 et S2. Ça, c'est A3. Je passe à l'arête A4. Les deux sommets sont S4 et S5. Ça, c'est A4. L'arête A5. Les deux sommets, les deux extrémités sont S2 et S3. Donc, S2 et S3, ça, c'est A5. A6 maintenant. Les deux sommets sont S5 et S6. Donc, ici, ça, c'est A6. A7, septième colonne. Alors là, il y a deux. Ça dure quoi? Pour A7, c'est une boucle là. C'est une boucle dont les deux extrémités sont S4. Donc, voilà, c'est une boucle, ça, c'est A7. A8, les deux extrémités sont A2 et A3. A8. Vous remarquez ici, c'est pas un graphe simple parce que j'ai deux arêtes qui relient le même deux sommets, S2 et S3. Donc, c'est pas un graphe simple là. Et finalement, A9 relie les deux extrémités S3 et S4. S3, oui, S3, voilà, et S4, ça c'est A9. Vous voyez, j'ai pu euh, dessiner le graphe à partir de quoi? De la matrice d'incidence. Vous voyez le graphe. Maintenant, on peut dire que le graphe, par exemple, c'est pas connexe, parce qu'on peut voir qu'il n'y a pas de chemin qui relie entre, par exemple, S7 et S6, par exemple. Voilà, donc on peut calculer le nombre d'arêtes, le nombre de sommets, et ainsi de suite. Essayons maintenant de déterminer à partir de ce dessin, c'est un graphe comme vous voyez, la matrice d'incidence. Donc toujours, on va noter sur les lignes les sommets S1, S2, S3, S4, S5, S6. Voilà, S7 même, cette ligne donc. Et sur les colonnes, ça représente les arêtes. Et donc, vous voyez là, je dois noter les arêtes. Donc, par exemple, A1, A2, A3, A4, A5. Et là, donc, je veux commencer la première colonne, ou bien la première ligne, comme vous voulez. A1, A2, A3, A4, A5. Voilà, il y en a A5. C'est bon. Alors, S1 est une extrémité de l'arête, le premier sommet. C'est une extrémité de A2, de A4 et de A3. De A2, de A4, de A3. Donc, pour A1 et A5, c'est 0. Le sommet S2 maintenant, le sommet S2, où est S2? Voilà, S2. C'est une extrémité de A2 uniquement. Donc, 0, 0, 0, 0. S3 maintenant, où est S3? Le voilà, c'est une extrémité de A3 uniquement. Voilà, 0, 0, 0, 0. S4 maintenant. Voilà, S4, c'est une extrémité de A5 uniquement. Voilà, A5, les autres sont 0, 0, 0, 0. S5, c'est une extrémité de deux arêtes, A4 et A5. Donc, A4 et A5, les autres sont des 0.
S6, c'est une extrémité de A1 uniquement. Voilà, 0. Et le sommet S7, c'est une extrémité de A1 uniquement. Voilà la matrice d'incidence. Vous remarquez toujours la somme des coefficients sur la colonne. C'est combien? C'est 2. La somme, c'est 2 toujours. Pourquoi c'est 2? Parce que c'est tout simplement, c'est une arête. Et combien d'extrémités pour une arête? Toujours 2. Même s'il s'agit bien, par exemple, si on a S là, même s'il s'agit d'une boucle, l'extrémité S se répète 2 fois. Donc, pour cette raison, on écrit 2. Donc, toujours la somme des coefficients. Sur la colonne, ça représente quoi? Les extrémités égales à 2 et ça représente les extrémités de l'arête. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? La somme sur les lignes, si je somme ici 0 plus 1 plus 1 plus 0, je vais trouver 3. L'interprétation de 3, c'est quoi le 3 là? Le 3, c'est le degré de S1. Le degré de S1. Il y en a 3 arêtes ici de S1. Le degré de S2, c'est combien? C'est 1. Donc, une seule arête issue de S2, vous voyez. Le degré de S7, c'est 1. Le degré de S5, c'est 2. Vous voyez, je fais la somme tout simplement. Donc, c'est très bien. Voilà, S5. Il y a 2 arêtes issues de S5. Donc, vraiment, la matrice d'incidence me permet de déterminer toutes les caractéristiques d'un graphe. Voilà, j'aurais écrit encore la matrice d'incidence de ce graphe J. Maintenant, juste à noter, cette matrice, on a dit combien de lignes et combien de colonnes. C'est une matrice ayant 7 lignes, nombre de sommets. Combien de colonnes? 5, parce que le nombre d'arêtes, c'est 5. Maintenant, juste pour je vais multiplier par un vecteur qui contient que de 1 là. Combien de 1 je dois écrire pour avoir un produit matriciel qui a bien un sens? Vous savez, il faut avoir ici 5, ici 1. Donc, 5 lignes, donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais le produit matriciel. Regardez qu'est-ce que je veux avoir. Égal, si je multiplie J fois le vecteur 1, maintenant, cette matrice qui est J fois le vecteur 1, 1, 1. Je veux avoir, bien sûr, une matrice ayant combien? 7 lignes, une colonne. Hein. 7 lignes, une colonne. Donc, juste, je fais un peu comme ça. Je fais ceci et je fais le produit matriciel. Sur la première, donc, je fais toujours ligne fois colonne. Donc, 0 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 0 fois 1, ça fait 3. Deuxième ligne fois cette colonne. 0, 1, 0, 0, 0. Donc, je trouve 1. Ligne fois colonne, je trouve 1. Ligne fois colonne, je trouve encore 1. Ligne fois colonne, cette fois c'est 2. Ligne fois colonne, c'est 1. Ligne fois colonne, c'est 1. Ça représente quoi ce vecteur? C'est exactement le degré de S1, le degré de S2, le degré de S3, le degré de S4, le degré de S5 et le degré de S6 et celui de S7. Bien sûr, l'écriture n'était pas correctement. Donc, 3, c'est le degré de S1, le degré de S2, de S3, de S4, de S5, de S6 et de S7. Lorsque je multiplie la matrice d'incidence par un vecteur colonne qui contient que de 1, donc j'obtiens le colonne, il y a une matrice colonne qui contient les degrés des sommets. Bien sûr, vous avez bien compris, si je fais la somme de tous les degrés, d'après le lemme de poignée des mains, je vais trouver 2 fois le nombre d'arêtes, c'est-à-dire le nombre de colonnes là, 2 fois 5. En principe, je trouve 10. Oui ou non? Donc, on va calculer 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 2, c'est 8. Et voilà, c'est 10 encore juste pour voir le lemme des poignées. Ainsi, maintenant, on peut énoncer le résultat suivant. Si on a n sommets, S1, S2, Sn, sont les sommets d'un graphe non orienté toujours, ici je parle d'un graphe non orienté, alors le vecteur colonne des degrés des sommets, on peut le trouver par le produit matriciel. J, c'est la matrice d'incidence, fois le vecteur colonne 1, 1, 1, 1.
Je passe maintenant à une deuxième méthode pour représenter un graphe, toujours à l'aide des matrices. Maintenant, on va parler des matrices ou bien de la matrice d'adjacence. Donc, je te rappelle qu'on a parlé tout à l'heure de la matrice d'incidence, où les lignes sont les sommets, les colonnes sont les arêtes. Maintenant, voyons c'est quoi la matrice d'adjacence. Dans une matrice d'adjacence, les lignes et les colonnes représentent les sommets. Donc, par exemple, si j'écris 1 dans la position IJ sur la IM ligne JM colonne, signifie que le sommet I est adjacent au sommet J, c'est-à-dire ils sont reliés par une arête. Sinon, je place 0, 0, c'est-à-dire la IM sommet, le IM sommet et le JM sommet ne sont pas adjacents, il n'y a pas d'arête entre eux, il n'y a que relie I et J. Bien sûr, dans le cas de boucle, pour le sommet I, c'est-à-dire quoi? Sur le IM ligne, IM colonne, donc le sommet I et le sommet I, j'écris 1, c'est-à-dire il y en a une boucle pour le sommet 1. Regardez ça sur un exemple. Donc, je vais tracer un graphe. Voilà. Donc, avec des arêtes comme ça. Par exemple, voilà. Donc, ici, la matrice d'adjacence, le nombre de lignes, c'est le nombre des sommets. Le nombre de colonnes aussi, c'est le nombre de sommets. Donc, ici, je vais écrire S1, S2, S3, S4, S5, parce qu'on a, bon, S6, parce qu'on a 6 sommets. Même chose là, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Donc, 6 lignes, 6 colonnes. Maintenant, ici, est-ce que le sommet S1 et le sommet S1 sont reliés ou bien sont adjacents? Non, parce qu'il n'y a pas une boucle qui relie S1 et S1. Donc, j'écris 0. Je passe. Ici, est-ce que S1 et S2 sont adjacents? Non encore. Il n'y a pas une arête qui relie directement 1 et 2. S1 et S3? Non, 0. S1 et S4? Oui, maintenant, il y en a. Voilà, ça t'arrête. Il y a une seule arête. S5? Encore oui. S1 et S5 sont reliés par une arête. S6 et S1, non, 0. Je passe à S2 maintenant. S2 et S1, non. S2 et S2, il n'y a pas de boucle pour S2, donc 0. S2 et S3, encore non. Donc directement, je dis S2 est relié par S6 uniquement. Voilà. S3 uniquement par S6 aussi. 0, 0, 0, 0, 1. S4 relié par S1 uniquement. Donc 1, 0, 0, 0, 0, 0. S5 relié par 1 et 6. Donc 1, 0, 0, 0, 0, 1. Et S6 relié par 2, 3 et 5. 2, 3 et 5. Voilà la matrice d'adjacence. Vous voyez la différence? Donc la matrice d'adjacence. Ici, c'est une matrice carrée parce que le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Le nombre de lignes, c'est le nombre de sommets. Le nombre de colonnes, aussi le nombre de sommets. Donc, c'est une matrice carrée. Ici, les zéros signifient qu'il n'y a pas une arête qui relie le deux sommets. Lorsque j'écris 1, je sais qu'il y a une arête qui relie entre S4 et S1. Voilà un autre exemple. Sur ce graphe, vous pouvez voir il y en a combien de sommets? Il y en a 5 sommets. Donc, la matrice d'adjacence est une matrice carrée ayant 5 lignes et 5 colonnes. Donc, sur toute une ligne, ça représente les relations entre, bien les relations de S1. Ça, les relations de S2, S3, S4 et S5. S1 est relié par S3, S4 et S5. C'est le cas ici. Entre S1 est relié à S3, S4 et S5. Pour S2, il est relié uniquement par S3. Oui, c'est vrai. S3 est relié avec, il est adjacent avec
le sommet 1 et le sommet 2. Donc, S3 est relié avec 2 et, bon, S3 est relié avec 1 et 2. Et 5 aussi, et 4. Voilà, donc vous voyez les 1, c'est-à-dire ils sont adjacents avec. Donc S3, il est adjacent avec 1, 2, 4 et 5. Oui, ça. Voilà, donc c'est une matrice carrée, comme vous voyez, elle représente bien le graphe. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi, autre que la matrice est carrée? Elle est symétrique, transposée de M égale à M. Vous pouvez essayer. Donc, sur la diagonale, ici, il n'y a que 2 zéros. Les coefficients diagonaux, ça représente quoi ici? Ici, c'est S1. Est-ce qu'il est adjacent à S1? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une boucle? Non. Donc, ici, deuxième ligne, deuxième colonne. C'est-à-dire, est-ce que S2 est adjacent à S2? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une boucle S2? Et donc, des zéros sur la diagonale, c'est-à-dire, il n'y a pas des boucles. Si on a un 1 sur le coefficient, comme coefficient diagonal, dans ce cas, je dis qu'on a une boucle dans ce graphe. Donc, ici, c'est clair que puisque tous les coefficients diagonaux sont nuls, donc le graphe ne contient aucune bulle. Aussi, on a dit la matrice est symétrique. Symétrique, c'est-à-dire transposée de M égale à M. Mais le fait qu'elle est symétrique, comment je peux interpréter ça? Clairement, parce que finalement, MIJ égale MJI. C'est-à-dire quoi encore? Ici, c'est le coefficient qui est sur la première ligne, la quatrième colonne. Et ici, c'est le coefficient sur la quatrième ligne et première colonne. Et ils sont égaux. Pourquoi? Parce que le coefficient M14, c'est égal à 0 s'il n'y a pas de relation, si le sommet 1,4 ne sont pas adjacents, est égal à 1 si le sommet 1,4 sont reliés, c'est-à-dire si 1 et 4 sont adjacents. Et donc, j'écris M14 lorsque je parle de le sommet 1 et le sommet 4, et j'écris M4A lorsque je parle de la relation entre 4 et 1. Mais la relation d'adjacence est une relation symétrique, c'est-à-dire si S1 est adjacent à S2, automatiquement S2 est adjacent à S1. Ça, c'est clair. C'est pour cette raison qu'on va avoir toujours la relation MIJ, le coefficient sur la IM ligne JM colonne, égale MJI. C'est elle-même la matrice sur la JM ligne IM colonne. Donc, lorsque je transforme les lignes en des colonnes, on va trouver la même matrice. Voilà un petit exemple ou bien un exercice. Essayez de déterminer la matrice d'adjacence de ce graphe. Donc, la matrice d'adjacence, n'oubliez pas, c'est la matrice dont les lignes et les colonnes sont formées par les sommets. Donc, j'écris cette ligne, cette colonne ici. Alors, S1, S2, S3, ainsi de suite. Vous pouvez imaginer. Donc, est-ce que S1 est en relation avec S1? Non, il n'y a pas de relation. S1 et S2. Oui. S1 et S3. Non. S1 et S4. Oui, vous voyez cette relation. S1 et S5. 1 et 5, non, il n'y a pas une arête qui relie 1 et 5, donc 0. S1 et 6, oui, on a une arête. S1 et 7, 0. Voilà, j'ai trouvé la première ligne. Deuxième ligne, donc S1 et S2. S1 et S2, oui. S2 et S2, 0. S2 et S3, 0. S2 et S4, 1, parce qu'on a une arête. S2 et S5, oui encore. S2 et S6, oui. S2 et S7, oui. Voilà. Maintenant, je passe à la troisième ligne, S3. S3 est relié uniquement avec S4. Donc, j'écris comme ça 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. S4 maintenant avec 1, 2, 3 et 5. 1, 2, 3 et 5. Les autres sont nuls. S5 avec S4 et S2. S5 donc avec S2 et S4. Les autres sont tous nuls. Et là, donc on a dit S1, S2, S3, S4, S5, S6 maintenant, relié avec 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Et le dernier sommet uniquement avec S2. Voilà, j'ai trouvé la matrice. Vous pouvez remarquer que sur la diagonale, il n'y a que 2 zéros parce qu'il n'y a pas des boucles. La matrice est symétrique dans le sens regardé.
Donc, comme si ça, c'est un acte de symétrie. Ça, c'est 1, 0, 0, 1. On peut alors dégager des propriétés de la matrice d'adjacence associée à un graphe. Quelles sont ces propriétés? On peut dire par exemple que la matrice est carrée, il y a autant de lignes que des colonnes. Euh, si on a un coefficient sur la diagonale, le coefficient 1 sur la diagonale, ça indique qu'il y en a une boucle là sur le sommet II. Si le graphe n'a pas de boucle, alors la diagonale de cette matrice d'adjacence est nulle. Tous les coefficients sur la diagonale seront nuls. La matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est symétrique, c'est-à-dire le coefficient MIJ, c'est égal au coefficient MJI. Si je change nombre de lignes, nombre de colonnes, je trouve le même coefficient. Je passe maintenant à cette propriété qui dit que si A la matrice d'adjacence d'un graphe et le coefficient ST de AK, ici A au carré, A au cube. Donc ici ST, c'est-à-dire la Sème ligne, Tm colonne. Donc juste la position de coefficient de la matrice AK. Ça correspond au nombre de chaînes de longueur K qui mènent du sommet S au sommet T. Bon, là, on doit voir ça sur un exemple. Voilà, je vais considérer ce graphe simple qui contient 4 sommets. Donc sa matrice d'adjacence est une matrice carrée ayant 4 lignes, 4 colonnes. Qu'est-ce que je veux voir sur cette ligne? La relation entre 1 et 1, 0, il n'y a pas de boucle. La relation entre 0 et 2, il y en a une arrête, donc j'écris 1. Entre 1 et 3, il y en a une arrête, j'écris 1 encore. Et entre 1 et 4, il y en a une arrête, j'écris 1. Là, entre 2 et 2, il y a 2 et 1, pardon, il y en a une arrête. Entre 2 et 2, 0. 2 et 3, 0. 2 et 4, oui. 3 et 1, oui. 3 et 2, non. 3 et 3, non, il n'y a pas de boucle. 3 et 4, non. Alors là, c'est 4, 1, oui. 4, 2, oui encore. 4, 3, non. Et 4, 4, 0. Voilà la matrice d'adjacence. Je note ça par exemple A, matrice d'adjacence. Si je calcule A au carré maintenant, A au carré, c'est la matrice A fois A. Vous vous rappelez comment faire le produit matriciel? Voilà, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 et 1, 1, 0, 0. Je fais toujours ligne fois colonne, mais ici, bien sûr, il faut faire attention au calcul. Donc, ligne fois colonne. Je vais voir 0, 1, plus 1, plus 1, ça fait 3. Ligne fois colonne, cette colonne, donc je veux 0, 0, 0, 1. Ici, ligne fois colonne, donc 0, 0, 0, 0, c'est 0 là. Et ligne fois colonne, 0, 1, 0, 0, donc 1. Voilà, j'ai trouvé la première ligne. Deuxième ligne maintenant, toujours, on va continuer. C'est une occasion pour rappeler le produit matriciel. Toujours ligne fois colonne, 0, 0, 0 et 1. Donc 1, 1, 0, 0, 1. Donc ça fait 2, non? Troisième, donc ici, deuxième ligne fois troisième colonne, coefficient par coefficient, elle est 1, 0, 0, 0, 1. Le dernier, 1, 0, 0, 0, c'est 1. Allez, avec moi, la troisième ligne. Donc ici, cette ligne fois première colonne, on va avoir 0. Cette ligne fois la deuxième colonne, 1. Cette ligne fois troisième colonne, encore 1. Cette ligne fois la quatrième colonne, 1 aussi. Allez, la dernière ligne, ligne fois colonne. Donc ça fois 0, ça fois 1, donc ça fait 1. La deuxième colonne maintenant, 1. C'est bon, 1, on a trouvé. Cette ligne fois cette colonne, encore 1. Cette ligne fois cette colonne, 2.
Et voilà, j'ai trouvé A au carré. Alors, juste, qu'est-ce qu'elle dit la formule? Elle dit que A au carré, ici, le coefficient dans cette matrice A au carré, le coefficient IJ, c'est-à-dire par exemple ce coefficient, allez, ce coefficient, c'est-à-dire on a ici la deuxième ligne, troisième colonne. Le 1 ici, ça représente quoi? Ça représente le nombre de chaînes de longueur K, longueur K. Mais ici, on a trouvé 2, donc de longueur 2. On a calculé A au carré de longueur 2 qui mène de I à J, c'est-à-dire de 2, du sommet 2 au sommet 3. Il y en a exactement combien? Une seule chaîne de longueur 2, c'est-à-dire contenant deux arêtes, exactement deux arêtes, qui mènent de 2 à 3. On va voir ça. De 2 à 3, donc de 2 à 3, il y en a exactement une seule chaîne avec deux arêtes qui mènent de 2 à 3. Oui, on a une seule chaîne, cette chaîne-là, 2 à 1 et puis 1 à 3. Est-ce qu'il y a une autre chaîne de longueur 2, hein, parce qu'on peut avoir cette chaîne 2 à 4, 4 à 1 et puis 1 à 3, mais c'est une chaîne de longueur 3. Ici, A au carré, donc on parle des chaînes de longueur 2. Si on calcule A au cube, on va avoir les chaînes de longueur 3, le nombre de chaînes de longueur 3. Donc, euh, je reviens maintenant à l'énoncé. J'espère que vous avez bien compris l'énoncé maintenant. Alors, ici, si A est la matrice d'adjacence d'un graphe G, alors si je calcule A à la puissance 2 ou bien A à la puissance 3 ou bien A à la puissance K, le coefficient sur la ième ligne, jème colonne ou bien ici, il est noté sième ligne, tm colonne. Ce coefficient représente le nombre de chaînes, combien y a-t-il de chaînes, de longueur exactement K, qui mènent du sommet S au sommet T. Maintenant, on va essayer de faire cet exercice. Donc, on va dessiner le graphe non orienté ayant J comme matrice d'incidence. Alors là, j'aimerais bien vous faire cette remarque. On a deux types de matrices pour représenter un graphe. Matrice d'adjacence et matrice d'incidence. Quelle est la différence entre les deux matrices? La matrice d'incidence, donc le nombre de lignes sont désommées. J'écris la désommée et la des arêtes. La matrice d'adjacence, il y en a des sommets qui représentent les lignes et des sommets qui représentent les colonnes. Ici, il a donné la matrice d'incidence. Donc, pour savoir combien de sommets, je dois faire quoi? Nombre de lignes. Donc, ici, on a trois sommets. 1, 2 et 3. Et là, ça représente les arêtes. Je peux noter A1, A2, A3, A4. Je vois quelles sont les extrémités de la première arête. Une seule, il y a deux extrémités qui est dans le sommet 1. Donc, c'est une boucle. Très bien. Voilà la première arête A1. Pour A2 maintenant, quelles sont les extrémités? C'est S1 et S2 parce qu'on a un sur la première ligne, un sur la première colonne. Donc, ça, c'est A2. A3 maintenant, les extrémités sont 2 et 3. Ça, c'est A3. Et A4, les extrémités sont 1 et 3. Ça, c'est A4. Voilà le graphe G associé à cette matrice d'incidence. Maintenant, on doit tracer la matrice. On va chercher la matrice d'adjacence. La matrice d'adjacence, on a dit, le ligne représente les sommets et les colonnes ici les sommets. Donc ici, matrice d'adjacence, je vais noter par A. Alors, S1, S2, S3. Aussi S1, S2, S3. S1 et S1, il y en a ici une arête qui relie S1 et S1, donc j'écris 1 ici, parce qu'il y en a une boucle. S1 et S2, oui, on a une sommet qui relie les extrémités 1 et 2, donc S3,
Et S1, oui, encore, il y en a une arête, j'écris comme ça. S2 maintenant. Alors, pour S2, est-ce qu'on a une S2 et S1, est-ce qu'ils sont de sommets adjacents? Oui. S1 et S2 sont adjacents, donc j'écris 1. S2 et S2, non, parce qu'il n'y a pas une boucle pour S2. S2 et S3, oui. S3 et S1 maintenant. S3 et S1, oui. S3 et S2, encore oui. S3 et S3, 0. Donc voilà la matrice d'adjacence reliée à ce graphe-là. Je passe maintenant à la troisième question de cet exercice. Vérifiez les formules précédentes. Donc, on a énoncé des résultats sur la matrice d'incidence et la matrice d'adjacence associée à un graphe. Donc, ici, on va vérifier ces deux formules. Le lien entre la matrice d'incidence, cette matrice-là, et le degré de sommet. Donc, ici, 2 plus 1, ça fait 4. Est-ce que ceci, c'est le degré du sommet 1? Oui, parce qu'on a une arête, deux arêtes, et cette boucle-là se compte deux fois, parce que touche le sommet 1 deux fois. Donc, oui, le degré de 1 est égal à 4. Le degré de 2, c'est égal à 2. Le degré de 3, encore c'est égal à 2, et vous pouvez vérifier que le degré de chaque sommet, c'est exactement le degré de 1, c'est 4, le degré de 2, c'est 2, le degré de 3 est égal à 2. Donc, c'est bien vérifié pour la première propriété. Maintenant, ici, il a demandé de noter la matrice d'adjacence CB, donc on doit le respecter ça. Et maintenant, la deuxième formule à vérifier, déterminer ou bien vérifier le lien entre les puissances de BK et les chaînes de longueur K. Donc, on va calculer les puissances de quoi? De la matrice B. Donc, je vais écrire alors là la matrice B ici. Voilà, cette matrice B. Alors, je calcule maintenant B au carré, la matrice B au carré. C'est B fois B. Donc, ça, c'est si je calcule B au carré, je fais B fois la même matrice. Et je calcule toujours le produit matriciel se fait comment? Ligne fois colonne. Donc, cette ligne fois cette colonne. Allez, 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1, ça fait 3. Donc, ligne fois colonne. 1 fois 1 plus 1 fois 0 plus 1, ça fait 2. Ligne fois troisième colonne, 2. Donc, allez. Deuxième ligne maintenant, fois première colonne, ça fait 2, 2 et 1. Là, je trouve 2, 1 et 2. Voilà B au carré. Donc, si je reviens maintenant, je choisis des coefficients quelconques. Par exemple, ici, entre S1 et S1. Ici, on a fait B carré. Donc, on s'intéresse aux chaînes des longueurs de longueur 2. Combien de chaînes de longueur 2 reliant S1 par S1? Donc, de longueur 2, c'est-à-dire je veux trouver S1, arrête, sommet, une deuxième arrête, et puis encore S1. Ça, c'est une chaîne de longueur 2. C'est-à-dire, il y en a deux arêtes. Je reviens au graphe. Donc, ça, c'est S1. Combien de chemins de longueur je peux former? Voilà une première chaîne. Si je pars de 1, je considère cette arête A2, puis S2, puis la même arête A2 et je reviens à 1. D'accord? Donc ici, je fais une chaîne de longueur 2 parce que une arête, ensuite la même arête, je l'ai répétée deux fois. Donc l'essentiel, une chaîne de longueur 2. Ou bien une autre chaîne. Donc toujours, je commence par 1, cette arête, et puis 3, et puis la même arête, et puis 1. Donc encore c'est une chaîne. Commence de 1, arrive jusqu'à 1. De longueur 2, j'ai utilisé la même arête deux fois. Encore une troisième chaîne qui est la suivante. Je fais 1,
boucle, c'est-à-dire l'arrête à 1, ensuite la même boucle. Encore, c'est une chaîne de longueur 2. Donc, il y en a combien de chaînes de longueur 2 qui part de 1 et arrive à 1? Il y en a 3 chaînes. C'est exactement le coefficient qui a donné la matrice B carré sur la première ligne et première colonne. Si par exemple, je considère ce coefficient qui est sur la deuxième ligne, troisième colonne, donc je m'intéresse aux chaînes, combien de chaînes? De longueur 2 toujours, parce qu'on est dans B carré, qui relie 2 et 3. Donc le point de départ c'est 2, par exemple le point d'arrivée c'est 3. On va trouver une seule chaîne de longueur 2. Allez, on vérifie ça ensemble sur le graphe. Voilà notre graphe. On s'intéresse ici aux chaînes entre 2 et 3 de longueur 2. Voilà, juste j'ai répété le graphe ici pour la comparer avec la matrice d'adjacence. Alors, on a dit on va vérifier qu'il y en a une seule chaîne qui relie le sommet 2, 3 et qu'elle soit de longueur 2. Donc, on s'intéresse aux chaînes qui relient le sommet 2 et le sommet 3 et on veut que la chaîne soit de longueur 2 parce que c'est la matrice B carré. Donc, de 2. Donc, je rappelle encore une chaîne de longueur 2, c'est-à-dire une chaîne formée par deux arêtes, exactement deux arêtes. Donc, je commence par 2, par exemple. Je ne peux pas prendre ce chemin parce que dans ce cas, j'arrive à 3 et ça sera une chaîne de longueur 1. Je veux une chaîne de longueur 2. Donc, voilà la possibilité. Je considère cette arête et puis celle-là. Et voilà, c'est une arête, c'est une chaîne de longueur 2. Est-ce qu'il y en a une autre? Non, c'est l'unique. Et donc, c'est vraiment la matrice B carré me donne quoi? Les chaînes de longueur 2. Combien de chaînes de longueur 2? De la même façon, vous pouvez vérifier, si vous cherchez B à la puissance 3, vous allez trouver le coefficient, ça représente le nombre de chaînes de longueur 3. Donc, le coefficient pour la matrice B au cube, ça va vous donner combien de chaînes de longueur 3 entre bien sûr, relie les sommets I par le sommet J. On termine ce cours par la troisième façon et la dernière façon qu'on va voir pour représenter un graphe euh, sous la forme des tableaux, c'est la liste ou bien les listes d'adjacence. Donc, on a vu matrice d'incidence, matrice d'adjacence et maintenant on va voir les listes d'adjacence. Alors, qu'est-ce qu'une liste d'adjacence? On peut encore représenter un graphe en donnant pour chacun de ces sommets la liste des sommets auxquels ils sont adjacents. Alors, on parle alors de liste d'adjacence. Juste sur cet exemple, vous voyez ce graphe, il contient combien de sommets? Il y en a 5 sommets. Donc, je note comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, le 1, 2, 3, 4, 5, ici, que vous voyez là, ça représente les sommets. Maintenant, je veux citer dans cette ligne, pour le sommet 1, quels sont les sommets qui sont adjacents à 1? Donc, 1 est adjacent à 5, à 4 et à 3. Donc, on écrit les sommets adjacents à 1. Je passe ensuite 2, le sommet 2. Quels sont les sommets adjacents à 2? Un seul sommet qui est 3. Le sommet 3, il y en a combien de sommets adjacents à 3? Il y en a 4 et 1, 4, 5 et 2. Donc, vous voyez, j'ai donné la liste des sommets adjacents. Même chose pour le sommet 4 et le sommet 5. Donc, voilà, juste pour résumer, pour représenter par des tableaux un graphe donné, soit on utilise la matrice d'incidence, soit la matrice d'adjacence, ou bien la liste, ou bien les listes d'adjacence. Juste ici, je donne un graphe et je vais le représenter par les trois méthodes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà là, c'est un graphe simple. Si je cherche la matrice d'incidence, la matrice d'incidence, on a dit nombre de lignes ici, les sommets, S1, S2, S3 et S4. Le nombre de lignes ici, les arêtes. Donc, il faut noter les arêtes. A1, A2, A3, A4. Donc, A1, A2, A3, A4.
Et là, je note l'arête 1, quelles sont ses extrémités? Donc, c'est 1 et 3. A2, quelles sont ses extrémités? C'est 1 et 4. A3, quelles sont ses extrémités? 1 et 2. Et A4, quelles sont ses extrémités? 1 et 3. Ça, c'est la matrice d'incidence. Si je cherche maintenant la matrice d'adjacence, pour la matrice d'adjacence, nombre de lignes égale nombre de colonnes. Donc, S1, S2, S3, S4, S1, S2, S3, S4. Donc ici, est-ce qu'on a une arête d'extrémité S1, S1? Non, il n'y a pas de arête entre S2 et S1. Oui, il y en a donc une arête. Entre S1 et S3, oui, voilà, une arête. Donc 1. Entre 1 et 4 aussi, il y en a. S2 maintenant et S1, oui. S2 et S2, non. S2 et S3, non. S2 et S4, encore non. S3 et S1, oui. 3 et 2, non. 3 et 3, non. 3 et 4, oui. Et là, ici même, on peut continuer cette ligne par symétrie. Donc, puisqu'on a 1 là, 1, 0, 0, 1 là, 1, et il n'y a pas de boucle, donc 0. Voilà la matrice d'adjacence. Les listes maintenant d'adjacence, pardon, je peux noter 1, 2, 3 et 4. Comme ça, parce qu'il y en a 4 sommets. J'écris là les sommets adjacents à 1. Donc, ils sont 2, 4 et 3. Pour 2, un seul sommet. Pour 3, 1 et 4. Et pour 4, 1 et 3. Voilà, j'ai représenté ça par des listes. Voilà, chaque sommet, elle est associée à une liste. À la fin, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.